Monsieur Fourcade, en direct dans le studio de 24 heures sur la Une, le ministre des Finances commentera le projet de budget 75 dont on connaît maintenant toutes les orientations. Toujours pas de solution à Bruxelles entre les ministres de l'Agriculture des 9. Les Allemands refusent de souscrire à la hausse de 8% des prix, réclamée notamment par les Français. Monsieur Michel Jobert répond aux questions de 24 heures sur la Une. Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, il est temps de dire la vérité aux Français sur la gravité de la crise économique. Par 3000 mètres au fond de l'Atlantique, des caméras ont filmé des images inédites à l'occasion de la mission scientifique franco-américaine FAMOUS. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Que faut-il faire pour convaincre les Français de mettre un terme au gaspillage? C'est une question qui est, semble-t-il, au premier rang des préoccupations gouvernementales depuis quelques jours. Le Premier ministre, pour ne citer que lui, multiplie les déclarations à ce sujet. M. Chirac veut parvenir à une mobilisation des particuliers, de préférence volontaire, sinon, a-t-il dit, par des mesures qui imposeront les économies d'énergie. Deux exemples qui montrent en tout cas à quel point le gouvernement est sensibilisé sur les dangers du gaspillage. À midi, lors d'un déjeuner avec la presse anglo-américaine, M. Chirac a fait remarquer que 2 lustres fonctionnaient inutilement, la pièce étant parfaitement éclairée par le soleil. On a aussitôt éteint la lumière, avec le sourire bien entendu. Deuxième exemple, au micro d'Europe 1. Aujourd'hui, Mme Françoise Giroud a déploré la mode longue des robes et des jupes dessinées par les couturiers cette année. Le secrétaire d'État à la condition féminine a rappelé que le tissu était généralement composé de laine, un produit importé, ou de dérivés du pétrole. Sans revenir à la mini-jupe, les couturiers, selon Mme Giroud, auraient donc été mieux inspirés en évitant de rallonger les vêtements féminins. Les mauvais esprits diront qu'il ne faut pas voir la crise de l'énergie par le petit bout de la lorgnette. Il n'en reste pas moins vrai que chacun à son niveau peut effectivement réaliser une petite économie qui, ajoutée à des millions de petites économies, en ferait finalement une grande. Économiser, précisément, c'est l'un des maîtres mots qui caractérise le projet de budget 75. Cette loi de finances, le ministre, M. Jean-Pierre Fourcade, l'a établie dans une double perspective économique, contribution à la lutte contre l'inflation et maintien d'un haut niveau de l'emploi. Alors avant d'écouter les commentaires de M. Fourcade, qui est dans ce studio, voyons ce qui intéresse le plus grand nombre, beaucoup d'entre vous en tout cas, je pense bien entendu aux contribuables. Impôt sur le revenu, exonération jusqu'à un revenu imposable de 11 400 francs pour les salariés, 10 000 francs pour les non-salariés. Augmentation du nombre des tranches du barème, relèvement de 12% de toutes les tranches. Un exemple, un salarié marié, père de 2 enfants, avait en 1973 un revenu imposable de 22 400 francs. Il a donc acquitté cette année un impôt de 900 francs. En 1974, son revenu a augmenté de 12% pour atteindre 25 000 francs. Il paiera en 1975 1 007 francs d'impôt. Dans cet exemple, la pression fiscale reste la même. Une innovation, le système du quotient familial est modifié pour les enfants à charge de 18 à 21 ans. Avant, un enfant à charge donnait droit à une demi-part. Maintenant, un enfant à charge âgé de 18 à 21 ans donne droit à une déduction forfaitaire de 4 500 francs. Ce nouveau système s'appliquera aux enfants poursuivant leurs études ou effectuant leur service militaire. Conséquence, pour un salarié marié, père de 2 enfants, dont un est âgé de plus de 18 ans, l'impôt sera moins lourd si le revenu imposable est inférieur à 52 000 francs. L'impôt sera en revanche plus lourd si le revenu imposable est supérieur à 52 000 francs. Monsieur le ministre, vous avez modifié tout d'abord le barème de l'impôt, comme si les prix ne devaient augmenter cette année que de 12%. Or, ils vont augmenter de plus de 14%. Est-ce que vous avez voulu augmenter la pression fiscale? Nous avons relevé de 14%, comme on vient de le noter, la limite d'exonération pour les contribuables salariés, mais nous n'avons augmenté le barème que de 12%, parce que le gouvernement estimait que dans les circonstances que connaît à l'heure actuelle la France, il fallait légèrement augmenter la pression fiscale sur les revenus et au contraire ne pas toucher aux impôts indirects et notamment à la TVA. C'est-à-dire que globalement la pression fiscale n'augmente pas. Globalement la pression fiscale n'augmente pas, mais nous avons une toute petite pression supplémentaire sur l'ensemble des revenus. Alors nous avons parlé beaucoup tout à l'heure des salariés. Est-ce que vous faites quelque chose pour les non-salariés? Pour les non-salariés, il y a également une augmentation de la limite d'exonération qui avait été décidée l'année dernière, de portée de 8 000 à 10 000 francs. Et d'autre part, il y a un mécanisme nouveau que nous mettons en place cette année et qui permettra aux contribuables non-salariés qui feront tenir leur comptabilité par des centres de gestion agréés
organisées par les experts comptables, les comptables agréés, les chambres de commerce ou les chambres de métiers, de bénéficier à partir de l'année prochaine d'une déduction spéciale de 10%. Ceci afin de rapprocher les conditions d'imposition des salariés et des non-salariés, à condition bien entendu que l'amélioration de la sincérité des déclarations soit prouvée. Oui, c'est la carotte et le bâton. Avant, on utilisait le bâton contre les fraudeurs, maintenant c'est la carotte. Nous utilisons les deux méthodes. Bien. Maintenant, si vous voulez bien, parlons des dépenses de l'État. Les dépenses d'équipement collectif, les constructions de routes, etc., vont connaître un coup de frein sensible. Globalement, je crois que c'est 12%. Oui, mais je ne crois pas qu'on puisse raisonner sur des moyennes. Ce qu'a voulu faire le gouvernement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est à la fois lutter contre l'inflation et maintenir l'emploi des Français. Et en ces temps difficiles, la protection de l'emploi des Français vous paraît être un objectif important de ce budget. Par conséquent, dans le cadre d'une augmentation moyenne effectivement de 12% des autorisations de programme pour l'année 1975, le gouvernement a effectué un certain nombre de priorités, un certain nombre de choix. Nous avons en premier lieu privilégié les transports collectifs. Le volume des travaux nouveaux augmentera de plus de 30%. Nous avons en second lieu privilégié les investissements de télécommunications, le téléphone, la poste, pour lesquels l'augmentation sera de 25%. Et nous avons en troisième lieu privilégié quelques équipements sociaux comme les hôpitaux et les crèches. Et là, nous aurons une augmentation de l'ordre de 20%. Enfin, pour le logement social, nous aurons également une augmentation de 20%. Ce qui veut dire, bien entendu, que comme la moyenne est à 12%, pour un certain nombre d'équipements dont la poursuite cette année n'a pas été jugée indispensable, nous aurons simplement la conservation des crédits de l'année dernière. Ce qui signifie qu'il n'y a plus la priorité aux autoroutes. Ce qui fait qu'il n'y a plus la priorité aux autoroutes et que nous avons une priorité de transport en commun, de transport collectif, d'équipements de téléphone et de télécommunications, car nous avons un très grand retard, chacun peut le constater, et enfin d'équipements sociaux comme les crèches et les hôpitaux. Monsieur le ministre, bien sûr, vous avez souligné le fait que votre budget s'inscrit dans la lutte contre l'inflation. Mais il y a d'autres armes. Est-ce que vous avez l'intention de maintenir le crédit rare et cher, ce dont se plaignent beaucoup d'entreprises? Écoutez, nous avons l'intention de conduire l'économie française sur le chemin de l'équilibre. Et par conséquent, nous avons entrepris il y a quelques mois, il y a moins de 3 mois maintenant, un effort de dureté, un effort important. J'ai annoncé aux Français au mois de juin que cet effort serait dur et serait long. Par conséquent, en matière de crédit, nous avons pris des mesures locales pour que les entreprises qui seraient fortement touchées dans leur trésorerie par les difficultés de l'encadrement du crédit pourraient avoir des solutions, et nos comités départementaux traitent un certain nombre de cas. Mais je pense que nous n'avons pas encore la possibilité de desserrer l'encadrement du crédit ou de modifier le système des taux, car tout le monde comprendra que ce n'est pas en 3 mois qu'on peut assainir la situation du crédit. Le taux d'augmentation de la masse monétaire d'une année sur l'autre à l'heure actuelle est aux environs de 16%. Par conséquent, c'est une grandeur importante et nous ne pensons pas pour l'instant pouvoir desserrer l'encadrement du crédit. Dernière question, Monsieur le ministre. Il y a 48 heures, on a beaucoup parlé de votre déclaration concernant le rationnement de l'essence. Alors, faut-il s'attendre pour bientôt à des tickets, à une distribution de tickets? Il ne faut pas s'attendre pour bientôt à des distributions de tickets. Ce que j'ai voulu dire très clairement, car un certain nombre de personnes nous reprochent de ne pas dire la vérité au pays. Et je pense que nous essayons de faire une politique qui s'inspire de considérations objectives et en disant toujours la vérité. Ce que j'ai dit, c'est que pour équilibrer à la fin de l'année prochaine notre balance commerciale, c'est-à-dire pour compenser nos importations par nos exportations, il faut que nous réduisions les quantités physiques de pétrole importé. Il ne s'agit pas de les réduire de manière formidable, il s'agit de les réduire d'environ 10%. Si nous arrivons à le faire par la discipline des Français et par les mécanismes qui sont déjà en place pour réduire la consommation d'essence ou la consommation de chauffage, ça sera très bien. Si nous n'arrivons pas à le faire, ou si les prix des produits pétroliers augmentaient trop fortement sur le marché mondial, nous serions contraints d'employer d'autres armes, parmi lesquelles figure le rationnement. Monsieur le ministre, j'ai oublié quand même une toute dernière question. Vous avez entendu que tout à l'heure, Monsieur Jobert, nous allons diffuser une interview de Monsieur Jobert. Or, Monsieur Jobert, dans cette interview, dit que le gouvernement n'a pas pris toutes les mesures nécessaires de lutte contre l'inflation. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à cela? Écoutez, je viens de passer hier et aujourd'hui de très longues heures avec les 2 commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'ai eu de très longs débats avec les parlementaires de la majorité et de l'opposition sur ces différents problèmes, et j'ai fait un certain nombre de réponses. Je ne vois pas pourquoi je dialoguerai sur les ondes avec Monsieur Jobert.
Il est de plus en plus certain qu'il sera bien difficile à M. Bonnet d'obtenir un relèvement de 8% des prix agricoles. Le ministre allemand, M. Hertel, s'y oppose toujours formellement. Alors on se demande si la France va devoir se contenter d'un compromis de 6, peut-être même 4% seulement d'augmentation, ou bien si elle ne va pas bloquer les discussions, refuser toute concession et remettre la discussion à plus tard. Quelle serait alors la réaction des agriculteurs français, auxquels bien sûr pense M. Bonnet? Selon une délégation syndicale qui est venue aux nouvelles et qui l'a reçue d'ailleurs, il vaudrait mieux un coup d'éclat que des concessions. Mais il y a une autre thèse dont M. Bonnet doit aussi tenir compte. On parle actuellement des prix actuels, mais bientôt on va discuter de ceux de l'année prochaine. Et il vaudra mieux alors partir sur des bases plus élevées, même dans des proportions faibles, que sur des prix non revalorisés. Alors, un compromis raisonnable ou bien une rupture? Il semble que M. Bonnet n'ait pas d'autre choix ce soir. Et la situation est pour lui d'autant plus délicate que jeudi prochain, les agriculteurs vont se retrouver chez le Premier ministre pour la fin de la conférence annuelle agricole. Et si, à Bruxelles, rien n'a été obtenu, il faudra envisager de nouvelles mesures à l'échelon national, ce qui posera un double problème, économique d'abord et européen ensuite, car ce serait en somme un désaveu de la politique agricole commune. Le choix est donc difficile et il peut demander encore de longues heures ici à Bruxelles. Malgré l'immunité totale que lui a accordée le président Ford, M. Nixon pourra difficilement se tenir à l'écart du procès du Watergate. Après la défense, c'est en effet l'accusation, en l'occurrence le procureur Jaworski, qui vient de délivrer à M. Nixon une assignation à comparaître le 1er octobre à Washington, c'est-à-dire très bientôt. Mais vous savez que l'ancien président souffre d'une phlébite, on envisage une opération qui pourrait justifier son absence du procès ou, en tout cas, un renvoi de la première audience. Les 11 otages du commando japonais ont reçu chacun une gerbe de fleurs avec un message signé Juliana. La reine des Pays-Bas a adressé ses vœux de bonheur aux 11 personnes qui ont vécu une centaine d'heures d'angoisse dans l'ambassade de France à La Haye. Pour les 3 derniers otages, l'équipage volontaire qui a conduit les terroristes à Damas, l'épilogue est intervenu aujourd'hui. Leur périlleuse mission accomplie, les 3 hommes ont fait atterrir le Boeing d'Air France à Amsterdam, avant d'ailleurs de le ramener à Paris. Mission terminée. Le Boeing 707 d'Air France, utilisé par les terroristes japonais, est revenu cet après-midi aux Pays-Bas. Avant de se poser, le château de Chaumont a longuement survolé à basse altitude l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, une façon de dire à tous ceux qui l'attendaient que l'Odyssée était terminée. À bord de cet avion, 3 hommes, 2 Hollandais et un Britannique, 3 hommes qui s'étaient portés volontaires il y a maintenant plus de 48 heures pour emmener le commando japonais de La Haye vers la destination de son choix. Il fut question de la Corée du Nord, l'aventure s'est terminée à Damas. Voici le commandant de bord qui a négocié avec les 3 Japonais le plan de vol de l'avion quelques heures avant le départ. Après avoir été longuement applaudi en haut de la passerelle, le commandant du Boeing et ses équipiers ont raconté les 20 heures de vol jusqu'à Damas. Les Japonais ne sont jamais venus dans le cockpit de l'appareil et jamais ils n'ont eu une attitude menaçante envers nous. Il n'y a pas eu de problème, nous étions presque entre amis. C'était tendu et fatigant au début, mais les relations avec les terroristes se sont améliorées de plus en plus au fur et à mesure que le vol se poursuivait. Le commandant Sirks a révélé que les terroristes s'étaient rendus à l'équipage à l'arrivée à Damas et que la rançon avait été récupérée par le mécanicien après une longue discussion avec les Japonais. 2 membres du GARI sont gardés à vue à Bordeaux depuis le début de la semaine. Le GARI, c'est cette organisation révolutionnaire qui avait attiré l'attention, notamment en juillet, par des attentats sur le passage du Tour de France dans le midi de la France et dans le sud-ouest. Les 2 hommes qui ont été arrêtés, un comptable d'Hendaye et un instituteur de Cibourg, ces 2 hommes ont avoué avoir organisé un autre coup de main. C'était en mars dernier, un engin explosif placé sur la voie ferrée Hendaye-Paris avait provoqué d'importants dégâts peu après le passage du train. La police, qui poursuit son enquête, reste discrète, mais d'autres membres du GARI auraient été ou seraient sur le point d'être arrêtés. Les 7 présidents des nouvelles unités de la radio et de la télévision, ex-ORTF, pourraient désigner leurs directeurs généraux avant la fin de cette semaine, peut-être même demain. Dès hier soir, nous vous avons présenté un portrait express des nouveaux PDG, quelques heures seulement après leur nomination.
Exception faite, vous l'avez remarqué sans doute, du responsable de la société de production. Vous vous en doutez, c'est le temps qui nous avait manqué pour rassembler des documents sur M. Jean-Charles Edeline, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Voici donc son portrait, son mini-portrait et sa première déclaration. Jean-Charles Edeline est l'homme de l'exploitation et de la distribution cinématographique. Il avait ouvert sa première salle en 1944. Il est aujourd'hui le PDG de l'UGC, l'Union Générale Cinématographique, qu'il avait créée, et président de la Fédération des cinémas. Diplômé de l'École supérieure de sciences économiques, il est l'auteur de 3 essais, dont un sur l'économie des loisirs. Il est également homme d'organisation et ses conceptions sont très précises quant à l'aspect commercialisation de la production lourde. On ne peut pas, pour nous, au départ, partir sur le principe que les chaînes pourront s'adresser ailleurs et que, pour moi, j'admette que nous n'essayons pas de compenser ce que les chaînes, éventuellement, n'arriveront plus à nous commander. Ce n'est pas concevable. Il faut que nous ayons une politique d'expansion qui nous permette d'avoir l'occupation, le plein emploi de tout le matériel et de tout l'établissement que nous avons. Il y a concurrence, il y a concurrence. Pour moi, ça postule que c'est l'ensemble des médias qui se trouvent visés, pas simplement la télévision. Et c'est pas simplement une politique hexagonale, c'est une politique internationale. Et une politique qui va essayer de faire que le maximum de produits images puisse sortir de l'ensemble de la production lourde, avec une volonté très nette de s'imposer sur les territoires étrangers, d'une part, mais également d'accueillir. Il y a 200 millions d'années, eh bien, notre globe n'avait pas l'aspect que vous le connaissez aujourd'hui. Il n'y avait qu'un seul continent, une espèce de gigantesque radeau flottant sur un océan. Et puis un beau jour, s'est produit une gigantesque débâcle qui a donné naissance aux océans. Et le mécanisme qui anime ce balai, eh bien, les hommes l'ont vainement cherché sur Terre. En fait, il était ici, au fond de la mer, au fond de l'océan Atlantique, par 3000 mètres de fond. Voici en effet sur cette maquette l'Europe, l'Afrique, l'océan Atlantique, le fond, et puis le continent américain. Mais en fait, c'est plus subtil que cela. L'Europe et l'Amérique sont portés par 2 plaques, 2 gigantesques tapis roulants qui prennent naissance ici, au fond d'une faille qui a 40 000 km de long, 20 km de large en haut, 3000 mètres de profondeur en moyenne et seulement 3 km de large à la base. Et c'est ici même, à 3000 mètres de profondeur sous la mer, que jaillit en permanence du basalte qui s'épanche de part et d'autre et en quelque sorte repousse en permanence l'Europe et l'Amérique à raison de 3 cm par an. Eh bien, pour la première fois, des scientifiques viennent de descendre par 3000 mètres de fond dans cette faille au fond de la mer pour découvrir, pour filmer ce mécanisme. C'était l'opération franco-américaine Famous, où à l'aide du bathyscaphe, du sous-marin de poche Alvin et de la soucoupe plongeante dont vous voyez en ce moment le bras télémanipulateur, eh bien les scientifiques sont descendus dans cette faille, ont prélevé les échantillons, ce qui bien sûr soulève pas mal de sédiments, et ont filmé. Et les images que vous découvrez en ce moment, eh bien, elles sont uniques. En quelque sorte, vous les découvrez en même temps que les scientifiques qui les ont filmées il y a environ 1 mois. Voici donc le fond de la mer, le fond de cette faille, c'est le moteur qui permet à l'Europe et à l'Amérique de s'écarter. Mais surtout, la grande découverte, eh bien, la voici. Voici cette tache qui, si vous étiez en couleur, est jaune clair, eh bien, c'est une source. Une source qui se répand au fond de la mer. De l'eau, en quelque sorte, est descendue à 30 km de profondeur, a lessivé les roches et ressurgit. Et cette eau, eh bien, se répand ici, voilà la source, telle que l'ont découverte les scientifiques. Cette eau se répand donc sur le fond de la mer et les sels minéraux qu'elle contenait, eh bien, se déposent. En quelque sorte, on assiste d'une part à la formation des continents et aussi, vous assistez en ce moment, à la naissance d'un nouveau gisement métallique. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Michel Jobert, qui s'exprime ce soir devant nos caméras. Nous devions vous présenter son interview il y a une 8aine de jours, mais vous le comprendrez aisément, les événements de La Haye nous ont obligés à attendre jusqu'à ce soir. Dès son départ du Quai d'Orsay, M. Jobert a entrepris d'écrire un livre qui sera d'ailleurs bientôt terminé. Il y retrace son action à la tête de la diplomatie française et définit les grandes lignes de ses nouvelles orientations politiques. Mais M. Jobert souhaite établir aussi le contact avec les Français. Il commence après-demain, samedi, à Caen, un tour de France d'explication et d'information, avec en toile de fond un grand projet, la mise en place d'un nouveau mouvement politique.
Dernier ministre des Affaires étrangères du président Pompidou, Michel Jaubert est une personnalité à part dans la vie politique française. Soutien de Jacques Chaban-Delmas au premier tour des présidentielles, il demandera de voter Giscard d'Estaing au deuxième tour. Pourtant, l'élection terminée, il commence à critiquer le nouveau style. Ne voulant se placer ni dans l'opposition ni dans la majorité, il se veut l'animateur et le créateur d'un mouvement qu'il estime original. Monsieur Jaubert, 24 heures sur la une. Au mois de juin dernier, à la question « Qu'allez-vous faire, Michel Jaubert ?», vous avez répondu « Laissez-moi 2 mois pour réfléchir ». Le délai est écoulé, vos réflexions vous mènent sur quel chemin? Eh bien, monsieur Denoyant, d'abord sur tous les chemins de France, puisque je vais entreprendre une tournée dans le pays qui me mènera probablement dans une trentaine de villes au cours des 3 mois prochains. Mais les 2 mois n'ont pas été uniquement de réflexion, ils ont été aussi des mois d'organisation. Et puis, vous le savez peut-être, j'ai écrit un livre pendant ces 2 mois et je considère que c'est beaucoup pour un seul homme. D'ailleurs, je ne suis plus tout à fait tout seul. Organisation, ça veut dire organisation du mouvement que vous voulez lancer. Oui, c'est l'organisation du mouvement dans, je dirais, sa multiplicité telle que je la souhaite et sa diversité, avec toutes sortes de structures nationales, locales, départementales. C'est-à-dire que vous voulez vraiment lancer un mouvement politique? Écoutez, je suis, je crois, un homme sérieux, et quand je dis que je souhaite l'esquisse de l'esquisse d'un mouvement, je le dis, et puis ensuite je passe au mouvement lui-même, et je suis maintenant au stade de l'organisation du mouvement des démocrates. Ce sera le nom de votre mouvement? Oui, je l'ai annoncé dès le mois de juin dernier. Pourquoi menez-vous votre action à l'extérieur de l'UDR? L'UDR, le mouvement gaulliste, vous a toujours bien vu, oui, et bien reçu. Oui, écoutez, parce que nos problèmes ne sont pas les mêmes. L'UDR a dû un passé derrière elle, un passé de mouvement, et moi j'entends créer une sorte de rassemblement. Alors l'UDR a ses problèmes, moi j'ai les miens, nous nous mouvons dans des chemins différents, ça n'empêche pas les bons sentiments, et du moins je l'espère. Ni opposition, ni majorité, alors peut-être le centre, voire le centre-gauche, c'est une place que beaucoup recherchent en ce moment. Et par exemple, un de vos anciens collègues du gouvernement, M. Jean Charbonnel, député maire de Brive, UDR, aimerait bien peut-être lui aussi se faire une place vers ce centre-gauche. Est-ce qu'à un certain moment, vos chemins peuvent se rejoindre? Écoutez, moi je ne me situe pas dans cette opposition, dans cette division entre l'opposition et la majorité, entre la droite et la gauche. Ce que je cherche, je l'ai d'ailleurs dit, c'est une politique qui soit la transversale de toutes les autres politiques et qui ait pour but principal la vie quotidienne des Français, prise, appréciée dans la collectivité. C'est ça qui est important pour moi, savoir si ce que nous allons faire, au point de vue réflexion et animation, se place à droite ou à gauche, a absolument peu d'importance, ni pour moi, ni pour tous ceux qui m'ont manifesté sa sympathie. Alors, de votre poste d'observateur, comment jugez-vous l'action gouvernementale des 3 derniers mois, sur le plan économique par exemple? Nous arrivons alors là à des questions plus importantes. Sur le plan économique, je l'ai dit depuis la campagne présidentielle, on a eu tort de ne pas dire au pays la vérité sur la situation. Il faudra bien y arriver. D'ailleurs, je note bien dans les déclarations officielles maintenant, par rapport aux déclarations des docteurs, tant mieux, toutes récentes, un certain infléchissement. Et nous sommes en face d'un problème redoutable qui est celui de l'inflation, et je dis que le gouvernement n'a pas pris les moyens de lutter contre cette inflation. Et en tout cas, elle a des conséquences sur bien des gens. Tenez-vous, nous connaissons tous, tous les jours, ce petit animal qui vient nous visiter et qui nous conseille de passer l'hiver à 6,50%, c'est l'écureuil. Eh bien, si l'écureuil passe, lui, il commence l'hiver avec 6,50% de provision, je suis sûr qu'il n'arrivera pas jusqu'au printemps. Eh bien, il en est de même pour les Français qui déposent leur épargne à ce taux. Est-ce que vous avez des remèdes? Écoutez, les remèdes, je vous les indique, c'est d'abord de dire la vérité aux Français pour avoir leur concours. Si on ne leur dit pas la vérité, leur concours sera évidemment mesuré. D'autre part, il faut adapter notre économie à des conditions nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur les gaspillages, mais de façon puissante.
Et il faut réfléchir aussi sur une autre structure de l'industrie française. Et puis, il faut aussi savoir où l'on va et ne pas aller à l'aveuglette. Il faut avoir un plan. Est-ce qu'on en a? À l'heure actuelle, c'est la question que je pose. Critique sur l'action économique du gouvernement. Est-ce que vous considérez que, aussi, durant ces 3 derniers mois, la politique étrangère de la France a changé? Écoutez, je ne veux pas juger, je l'ai dit sur des présomptions. Toute la presse française et étrangère dit que la politique étrangère de la France a changé. Si cette politique n'a pas changé, eh bien, il faut détromper tous les commentateurs. Et je crois que c'est urgent. Que pensez-vous des propositions sur l'Europe faites par le président Giscard d'Estaing? Écoutez, il faut toujours faire des propositions. Les propositions sont intéressantes, mais ça ne nous détourne pas du problème essentiel, qui est celui de la situation économique française. Et notre possibilité de proposer sur l'Europe est fonction absolument de notre capacité économique. Or, celle-ci maintenant est faible, nous sommes endettés et par conséquent, notre capacité de proposer et de passer à l'action est nécessairement réduite, on le verra bien. Pour vous, à vous écouter, l'avenir de la situation politique française est plutôt sombre. Écoutez, je crois que tout observateur impartial ne peut le décrire que comme cela, et je crois que c'est en prenant conscience de cela, tous les uns et les autres, avec l'appui du gouvernement, mais il faut que le gouvernement soit éloquent à ce sujet, nous aurions conscience de la gravité de la situation et à cœur de la redresser. Pas d'autres nouvelles depuis le début de ce journal, alors il me reste à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une excellente soirée.